Nouveau rendez-vous de Surface de Vérité, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Dans le fauteuil blanc, ce soir, c'est un économiste, un homme de culture. Je peux dire c'est l'un des pionniers en matière d'industrie culturelle au niveau du Burkina Faso. Je reçois pour vous le PDG de Seydoni Production, Seydou Richard Traoré. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes économiste à la base, hein? Voilà, je suis Alors, économiste. Aujourd'hui, on parle d'économie, il y a un débat. Il y a des gens qui s'inquiètent pour l'économie burkinabé. Y a-t-il véritablement de quoi s'inquiéter? Il n'y a jamais eu quelque chose de sérieux pour soutenir le secteur privé. Par exemple, pour le secteur privé, on parle des 180 000 employés de la fonction publique, on ne parle pas des 500 et quelques employés, des 500 000 employés du secteur privé, sans compter l'informel qu'on veut ramener au formel avec un risque. Parce que vous voyez, si vous avez une société informelle aujourd'hui, vous devenez une société formelle, ben, les impôts, par exemple, vous demandent un impôt de société qui vous fait 300 000, même si vous n'avez pas de bénéfices. Et donc, si vous avez un certain chiffre d'affaires, vous avez 1 million à payer, que vous gagnez ou pas. Alors, si je compare ça avec la Suède, où j'ai créé des entreprises, où j'ai fait 25 ans, on peut dire, mais sans jamais couper avec le Burkina. Maintenant, je suis là, comme vous le savez, depuis 2011. Alors, donc, on peut se rendre compte qu'il y a au moins un petit suivi donc, des entreprises privées et on trouve à donc des solutions au fur et à mesure. Ici, effectivement, si je prends le cas de Seydoni, on a parfois l'impression de parler à un mur quand on parle de nos problèmes. Et si vous voulez comparer une entreprise comme Seydoni, ce que ça fait concrètement pour l'économie suédoise, si c'est basé en Suède, on peut voir tout de suite que le fait d'être au Burkina, on ne sent pas une politique de développement du secteur privé. Au contraire, il y a un problème culturel même. Tout ce qui est privé là, on n'a pas tout à fait confiance. On ne pousse pas. On chante à longueur de journée. On ne pousse pas et on se rend compte que peut-être le privé qui avance, c'est le privé qui est collé au public. C'est quelqu'un du public qui a un petit frère ou quelqu'un dedans, on lui donne des marchés. Du coup, on a des fonctionnaires qui sont beaucoup plus riches que des gens qui devraient être au secteur privé. Mais ce que le privé demande, c'est simplement d'être juste. S'il y a des fonds qui rentrent et s'il y a des marchés, il faut être clair, net et essayer d'éviter les amalgames. Et même s'il y a des amalgames, le problème c'est qu'il n'y a personne qui fait des enquêtes pour savoir quel est le lien entre celui qui a eu le marché et donc l'autorité. Parfois c'est difficile justement. S'il y a une volonté, non mais on ne cherche même pas, c'est ça. Je dis on ne cherche même pas à savoir. Tout ça, ça peut expliquer que ça devient lent. Donc c'est pratiquement le même groupe qui se développe et qui parfois voit étroit, parce que je n'ai rien contre qu'un homme d'affaires devienne riche par ses contacts avec le gouvernement. Ça s'est fait partout, hein. Bon, même l'exemple des États-Unis, on peut dire, bon, si tu es avec Trump, tu as des marchés, etc., on peut dire. Mais la différence dans beaucoup de pays, c'est que ce que vous avez, vous créez des emplois pour d'autres personnes. Vous ne recyclez pas ça dans des économies personnelles en attendant les mauvais jours s'il y en a, quoi. Ouais. Alors donc, je crois que le problème de l'économie est aussi un problème, bon, vous allez appeler ça le gros mot gouvernance, mais je pense que c'est un problème même de patriotisme. Mais qui doit organiser tout ça? Parce qu'effectivement, l'État, le gouvernement devrait être le catalyseur, le motivateur par rapport à un secteur privé plus dynamique. Tout le temps, au niveau donc de l'État, on chante cela. Le PNDS fait du secteur privé le moteur de l'économie. Mais est-ce que vous avez l'impression effectivement que dans le concret, quelque chose est fait véritablement pour soutenir ce secteur privé dans son développement? Je pense qu'il y a des progrès.
Mais je pense que ce n'est pas suffisant. Il y a un vide, je peux dire, du côté de l'État, on peut dire, qui s'intéresse à ça. On ne sent pas qu'on est intéressé, il y a quelqu'un qui est en train vraiment de chercher des marchés internationaux pour les Burkinabés ou de faire des rencontres. Bon, on sait par exemple que quand le président voyage, il y a des hommes d'affaires, comme chaque président qui voyage, il y a des hommes d'affaires, mais on livre ça à la Chambre de commerce, bon, qui fait de son mieux, mais qui a hérité donc d'une certaine façon de faire les choses où c'est pas facile de sortir de cette façon et qui n'est parfois même pas écouté. Donc le problème, c'est aller à une certaine décision de vraiment reposer le problème du développement du secteur privé et responsabiliser quelqu'un du gouvernement, sinon même le chef de l'État lui-même, qui pose des actes qui prouvent que vraiment le secteur privé l'intéresse. En tant qu'homme d'affaires dans le privé, quelle action, par exemple, quelle politique, à votre avis, pour soutenir le secteur privé par rapport à son épanouissement? Parce qu'effectivement, un secteur privé dynamique, ce sont des impôts qui se développent, c'est aussi des emplois qui sont créés. Voilà. Bon, donc, de façon concrète, moi je pense qu'il faut, par exemple, une fiscalité qui encourage les gens à investir et un crédit qui n'est pas bloqué, bon, avec les mêmes formes de garantie nécessaires et tout. Et je me rappelle encore que, donc, sur ce plan du financement-là, il y a un fonds qui avait été mis à la BND à l'époque pour soutenir le secteur privé. Et 10 ans après, il n'y a rien du fonds qui avait été donné parce que la banque à l'époque soumettait le fonds à toutes les lourdeurs qu'eux-mêmes demandaient, c'est-à-dire que si vous voulez emprunter, il faut amener presque 100% de garantie. Alors si vous avez déjà ça, pourquoi vous venez emprunter? Donc, il y a bon, pour démarrer ça, il y a démarrer donc un intérêt du secteur privé, enfin un développement du secteur privé. À part ce côté financement, il y a la formation, à ne pas négliger. Et la formation, c'est éviter qu'il y ait, bon, rien que des diplômés, bon, qui sortent. Je vois encore qu'il y avait combien, 700 000 candidats au BPC, hein, ils sont en train d'arriver là. Bon, qui sortent avec des diplômes et qui ne savent pas techniquement, par exemple, comme vous pouvez le voir, nous, dans notre cas, par exemple, dans notre secteur d'activité, pour trouver des ingénieurs de son qui sont très bien, pour trouver des spécialistes d'éclairage afin de faire des films ou des émissions assez intéressantes qui puissent passer à l'extérieur. Bon, tout ça, on ne trouve pas. Donc, la formation adaptée, comme on le dit, tout le monde en parle, mais dans la pratique, ben, il faudrait stimuler donc, les gens, enfin les établissements qu'il y a ici, ou ceux qu'on crée, donc à aller un peu dans ce domaine. Et si je prends un exemple d'une société que j'avais au Ghana, du temps où on faisait encore du commerce du poisson congelé, de la viande, mais je me suis rendu compte qu'au Ghana, vous aviez beaucoup plus de techniciens et tout, et on a des études qui ont été faites sur est-ce que c'est parce qu'ils ont été colonisés par les Anglais et que nous, on a été colonisés par les Français. Donc, on parle beaucoup, on fait beaucoup de rapports, mais techniquement, on n'arrive même pas à soutenir. Donc, il faut une collaboration beaucoup plus proche entre les États voisins. Est-ce que vous savez que entre le Ghana et nous, il n'y a pas beaucoup de liens, alors qu'on a beaucoup à apprendre du Ghana, et le Ghana a certainement des choses à apprendre de nous, mais les techniciens, on va parfois les chercher, dans notre cas, en Italie et tout, pour venir parfois réparer des choses. Parce qu'on ne trouve pas quelqu'un ici. Je sens que du côté technique, le Burkina a toujours été bon. Mais la volonté politique, la direction pour dire c'est là où on va, c'est nul. C'est-à-dire qu'on ne sent pas... On sent pas quelqu'un
ou un groupe, ou un comité, ou un parti qui donne une direction qui fait que le peuple se dit, je mange mal aujourd'hui, mais je sens que mon fils mangera bien, sinon même moi-même je mangerai bien demain. Et il y a une politique claire et tout et tout. Et ça, moi je pense que ce que je trouve dommage, c'est que par exemple, je ne vois pas assez le chef de l'État, avec toute son expérience, sortir chaque fois qu'il y a un problème ou des choses à expliquer lui-même. Parce que, c'est vrai que je ne l'ai rencontré qu'une seule fois, donc en 2016, mais ça c'était du côté industrie culturelle. Mais quand on s'est rencontrés, j'ai vu que dans les débats, il maîtrise tout. Du temps de Sankara, c'était vraiment le contraire. Lui, il était là quand on parlait de questions des femmes, c'était lui l'expert. Tu reviens dans les questions de l'agriculture, il te sort ton texte d'agronomie. Hein. Tu parles de l'économie, il te sort ton cours d'économiste. Tu parles de société d'État, il te sort ton cours de MBA. On était surpris, mais apparemment, les gens avaient besoin de ça. Vous voyez? Les gens ont besoin aujourd'hui de voir le chef. Une fois que ça tire, que le chef soit devant pour dire, calmez-vous, on a la chose entre les mains, je n'ai pas peur de mourir, ou je suis prêt à mourir pour vous. Actuellement, il y a beaucoup plus une gestion de ce qu'on appellerait un pays qui a atteint le niveau mature. Vous voyez, si vous êtes dans le cycle même des produits, par exemple, vous êtes dans une situation où vous vous cherchez, vous voulez la croissance, il y a beaucoup plus de dépenses que de revenus. Et là, vous avez besoin de gens qui sont proactifs, qui se battent et qui prennent l'exemple. Alors que si vous êtes du côté mature, vous avez besoin de bureaucrates qui regardent les textes, qui disent « Ah, on ne peut pas faire ça parce qu'il n'y a pas de textes qui nous permettent ça ». Ils ne créent pas différentes choses à ce niveau. Et puis ensuite, bien sûr, il y a le déclin qu'on peut éviter si on relance différentes activités. Alors donc, le problème, c'est que l'équipe gouvernementale, que ce soit, si le président est beaucoup plus du côté réglo, les choses correctes, les choses qu'il faut, il faut une équipe, un premier ministre ou des gens du gouvernement qui sont beaucoup plus proactifs, avec de nouvelles idées, de nouvelles visions. Ça fait Vous n'avez pas l'impression que c'est le cas actuellement? Actuellement, on a espéré. Parce que moi, personnellement, je peux dire que c'est incroyable. Quand on est de la diaspora, on peut dire à l'époque, puisque j'ai commencé ici et ensuite donc en Suède. Comme vous le savez, j'ai enseigné à l'université en marketing international et j'ai créé donc une société de négoce et créé différentes activités. On voyait par exemple que le président actuel était donc Premier ministre et vous allez être surpris, mais il faisait ombrage un moment à Blaise. Donc moi j'ai cru franchement que... Alors c'est là où on l'a écarté, on peut dire, et puis quand il est devenu président de l'Assemblée pendant 10 ans, je me suis dit, le pouvoir révèle l'homme. Quand il va être au pouvoir, on verra qui il est, il pourra se détacher de toutes les rumeurs qui disent que Blaise a les dossiers de tous ces gens et ils ne peuvent rien faire. Donc actuellement, je suis un peu surpris de l'absence pour expliquer les problèmes, pour nous entraîner. Ouais. Donc, c'est ça qui est aussi le grand problème, tu vois. Maintenant... Il y en a qui estiment que c'est une gouvernance diesel. Non, mais ça, ceux qui estiment ne peuvent pas faire mieux. C'est ça qui me décourage. J'étais convaincu que si il prenait le pouvoir, il allait se révéler. Mais on est au cours du match. Peut-être on est à la mi-temps. Donc, il y a peut-être espoir. Roch fait de son mieux, on peut dire, mais on ne voit pas un grand changement par rapport à Blaise. C'est comme si Roch était là pour préparer le retour de Blaise. Vous pensez que Roch Christian Kabore n'a pas créé la rupture dans son discours avec Blaise Compaoré? Oui, mais je veux dire la rupture pour expliquer pourquoi tout à coup il n'y a plus d'argent. Maintenant on peut dire, comme je l'avais dit au début, peut-être que les hommes d'affaires du secteur privé qui étaient liés au régime d'avant ont peur de faire revenir leurs sous.
où il y a beaucoup de raisons. C'est peut-être une question d'environnement aussi. Alors, vous êtes un homme d'affaires. Alors donc, vous voyez que c'est plus compliqué que vous le dites. D'accord. Alors, justement, le débat aujourd'hui, hein, on l'a vu récemment, c'est cette conférence sur la rémunération. Ça fait débat depuis des mois. Beaucoup de grèves, de sit-in liées à cette question, notamment du fonds commun. Les finances, vous connaissez bien. Alors, vous avez une expérience par rapport à votre pays, le pays dans lequel vous avez résidé, du côté de l'Europe, la Suède par exemple. Qu'est-ce que vous pensez de ce débat-là? Est-ce que c'est sain justement? Est-ce que vous parlez tout à l'heure de patriotisme? Est-ce que vous avez l'impression que là, véritablement, on met l'intérêt du Burkina au devant des choses dans ce débat autour des rémunérations, des fonds communs? Bon, moi je pense que quand vous parlez de la Suède, bon, il y a ce débat, ils l'ont eu. Bon, il y a peut-être une trentaine d'années. Mais actuellement, ça a été fait de telle façon que les syndicats même sont dans la gestion du pouvoir. Alors, en Suède, actuellement, c'est un régime, un pouvoir social-démocrate, mais qui... Comme ici, mais qui encourage les secteurs privés. Chaque année, vous avez des mesures concrètes, des formes de financement pour réellement aider le secteur privé. Et vous allez être surpris, il y a plus de 95% des sociétés sont du secteur privé. En Suède, dans la ville où j'habite, où j'ai habité et travaillé pendant... Mais là, une ville de 100 000 habitants avait, il y a 5 ans, le même budget que le Burkina. Est-ce que vous pouvez croire ça? Et donc, la région de Kalmar. Et ensuite, il y a des policiers qui se vantaient d'avoir des échangeurs. Dans cette région-là seulement, il n'y a plus d'échangeurs qu'au Burkina. Mais ils sont humbles et ils viennent discuter. Et donc, la question des salaires qui sont différents est régulée par les impôts. C'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver avec plus de 50% de votre salaire en impôts. Quand vous touchez trop, on vous coupe tellement d'impôts que vous vous retrouvez dans une situation où, mon voisin par exemple, qui est technicien et qui répare les bâtiments, n'a pas beaucoup moins que moi qui travaillais donc du côté du négoce ou que notre voisin qui était dentiste. Parce qu'il y a une façon de taxation qui fait que quand on parle de fonds communs, le premier choc pour les Suédois, ce serait pourquoi ce n'est pas taxé? Parce que c'est un revenu. Oui. Bon, et ensuite, il y a des fonds communs, mais avec la taxation, ça rend tout le monde dans une situation qui évite les déséquilibres. Oui. Bon, maintenant, le problème a été trop mal posé et effectivement, les syndicats ont perdu la bataille de l'opinion publique. Ça reste à prouver. La bataille de l'opinion publique. Il n'y a pas de sondage qui le dit. Non, on perdu la bataille. Ça, c'est un point de vue, une appréciation. Voilà, parce que les syndicats vous diront qu'ils ont l'opinion avec eux. Non, moi, j'ai dit qu'ils ont perdu la bataille de l'opinion publique parce que ça a été peut-être mal présenté. Les gens n'ont vu que le côté fonds commun. Ils n'ont pas vu le côté stimulation. Et c'est devenu plus grave quand on s'est rendu compte qu'il y a des fonds partout. Bon, c'était une bonne chose de réveiller ce débat, de le mettre à plat. J'écoutais donc la ministre des Finances dire que, maintenant, après cette réunion, il y aura un plafonnement des coûts. 25%. Oui, il y a 25%, donc ça c'est pour les fonds communs. Mais il y avait un plafonnement. Et il faut comprendre que quand on parle de plafonnement, c'est pour calmer un peu les bailleurs. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Je me suis rendu compte qu'en Suède ou aux États-Unis, c'est tous des pays endettés. Ils s'endettent. Et quand ils viennent nous aider, chez eux-mêmes, il y a des gens qui sont contre. Donc, ça fait que ce n'est pas bien vu quand on aide un pays, alors que en Suède même, par exemple, les retraités sont comme ici. Quand tu vas à la retraite, tu as au maximum la moitié de ton salaire. Mais eux, dans leur association, dans leur syndicat, ils essaient de voir comment, par exemple, pour les retraités, le train coûte 25% de moins. Les plats dans un restaurant coûtent tant de moins. Finalement, pour que tout le monde puisse vivre et que ça puisse se poursuivre, que le système puisse continuer,
de telle façon que les gens soient à l'aise. Sur le cas du Burkina, justement, c'est cette question des charges de l'État qui sont en train d'exploser. On peut dire, soit le gouvernement a appris sa leçon en faisant cette messe-là sur les rémunérations et tout. Bon, maintenant, s'il y a des syndicalistes qui se lèvent et qui disent qu'ils ne sont pas d'accord parce qu'eux n'ont pas participé, ben, il faut que le gouvernement sache, et en l'occurrence le président lui-même, ben, ose se brûler les mains comme on dit. C'est-à-dire, bon, à la limite, moi, je n'ai pas de problème quand je dirige une organisation, de passer devant et de dire des choses, Pour faire vous, les choses. Qu'est-ce que le gouvernement doit faire aujourd'hui dans cette situation où vous avez en face des charges qui sont devenues insupportables, mais en face des travailleurs qui refusent de céder face à des acquis? Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense que d'abord, j'ai confiance aux travailleurs. C'est d'habitude des gens qui sont patriotes. Mais si on leur dit « sortez, sinon vous perdez votre fonds commun », ils sortent. Donc le débat est faussé. Alors qu'on dit il y a 7 points. Quand je suivais à la télé, est-ce que quelqu'un vous a expliqué le point de la Cotecna? Vous savez ce que c'est que la Cotecna? Tout à fait. Alors, le problème de la Cotecna, c'est quoi? Quand on a vécu en tant que commerçant, c'est la Cotecna qui, par exemple, quand j'importais du lait de l'Irlande au Burkina, le lait Milac à l'occurrence, on peut en parler, ce n'est pas une publicité puisqu'on ne fait pas, la Cotecna allait à l'usine vérifier que dans le conteneur il y avait 600 sacs et que le lait était de 28%, etc., avant qu'on me l'envoie. Bon, maintenant, leur contrat arrive à expiration et ce qui est clair, c'est que donc, la douane veut reprendre en charge ce côté parce qu'il ne le faisait pas cadeau. Il le faisait en payant 1% de toutes les importations du pays. C'est beaucoup d'argent. Dans certains pays, la Cotecna et certains agents de l'État, c'était au Ghana, on avait vu des collusions où ils payaient quelque chose. Mais ici, ça donnait au moins une valeur aux douaniers. Parce qu'à l'époque, si moi j'envoyais une facture pour dire mon conteneur fait 25 millions et la Cotecna voyait que ça coûtait 30 millions, la douane prend la facture de la Cotecna. Donc ils ont un gain, en fait. C'est une bonne chose. C'est en principe une bonne chose, mais ça peut être trop cher. Mais aujourd'hui, pour être dans le sens de ce que les douaniers disent, bon, on est assez équipé en informatique. Avant, c'était des téléx, des téléfax et tout. Et on peut voir les prix au niveau mondial. Donc, cette compétence-là, on peut l'avoir et économiser, c'est 1%. Oui. Mais il y a un problème. Si on économise ces 1%, il y a une question de confiance de qui va gérer la décision que, en ce moment, j'envoie un conteneur qui coûte 25 millions. J'écris sur le papier, ça coûte 5 millions. Ça vient, si c'est admis à la douane, ouais, il n'y a pas un contrôleur. Donc, il faut trouver une solution pour que ce contrôle-là puisse se faire par des gens qui ne sont pas corrompus. Ouais. Alors que, non, au contraire. Moi, j'ai un frère qui est douanier, qui est même décédé en service à la douane. Donc, du côté douane, je n'ai pas de doute. Hein? Bon, et donc, c'est vrai que les douaniers, quand vous apportez votre voiture et qu'ils vous font un rabais, vous souriez, vous êtes content, même sans que vous payiez des choses de corruption, parce que vous n'allez pas le faire, je crois. Mais, ce qui est certain, c'est que d'habitude, on essaye de rendre les choses pas trop humaines. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre la décision de l'humain, du ladi qui vient pleurer et qui vous fait signer un truc. Pour vous, l'expérience de Cotecna, c'était une bonne expérience? C'était une bonne expérience, mais maintenant, le passage de Cotecna à une entité nationale est à surveiller de près pour éviter tout dérapage. Parce que là, le gouvernement a décidé de ne pas renouveler effectivement le contrat. Mais alors donc, je ne sais pas pourquoi ce point, par exemple, est toujours
dans les points, ou bien c'est moi qui n'ai pas compris. Ouais. Ouais. Donc il y a toutes ces histoires de... Bon, d'habitude, je pense que c'est la première fois que je vois une discussion sur chaque point. Il y a peut-être des gens de la douane qui peuvent mieux expliquer ce qu'ils veulent dans ça. Mais moi, ce que je vois, c'est que oui, mais il faut être sûr qu'il n'y a pas de corruption parce qu'il ne faut pas prendre ça personnellement, il faut prendre ça dans 5 ans, 6 ans, quand ce douanier sera à la retraite ou ne sera pas là, et que c'est quelqu'un d'autre qui continue. Donc il y a le côté institutionnel de la chose qui évite même qu'il y ait des fraudes. Revenons sur le fonds commun. Pour vous, tel que ça se présente actuellement, c'est un problème. C'est un problème? Mais est-ce que le niveau que ça atteint aujourd'hui, par rapport au budget, est-ce que ça pose un problème à votre avis? Bon, le problème n'est pas que le fonds commun. Le problème même, c'est la capacité de payer les salaires. Donc moi, je n'ai pas d'informations sur jusqu'où le ministère, enfin, le gouvernement peut continuer à payer les salaires. Mais je suis d'accord que les cas par cas là, ce n'était pas une bonne idée, le président l'a reconnu, donc il faut revenir là-dessus. Et je crois que il y a des gens, quand on parle même du franc CFA, bon, si vous voulez qu'on revienne là-dessus, on peut, mais il y a des gens qui parlent sans voir les réalités. Moi, le problème, c'est que les fonds communs sont en fait des revenus. Il y a des gens qui ont pris des crédits et qui doivent les rembourser. Donc, de façon humaine, on ne peut pas couper ça d'un coup. Il faut quand même trouver... Bon, ils ont dit que c'est jusqu'au 1er janvier 2019. Bon, ça peut être plus long. Peut-être qu'il y a des possibilités de 1 an. Ou bien, mais couper à sec, bon, ça peut être un problème pour ceux qui sont engagés parce que c'était devenu des revenus. Il y a une volonté aussi au niveau du gouvernement de créer une sorte d'équité aussi. Et le gouvernement avait tort de ne pas taxer les fonds communs. Ou bien, s'il taxait, que je m'excuse, je ne savais pas. Donc, c'était des revenus. Alors, on ne considérait pas ça comme des revenus, mais c'était là. C'est ça le problème. Donc, leur décision maintenant, bon, je n'étais pas invité. Le débat aussi, c'était autour de l'indexation aussi, qui posait un problème. Et faire une loi au niveau de l'Assemblée. Il est question d'indexer aussi, de revenir à l'indexation sur les pénalités. Mais moi, je pense que le débat va dans le bon sens, quitte aux syndicalistes de réagir pour qu'on voit. Mais maintenant, si on me dit, on applique ça, il n'y a plus de réaction, bon, qu'on le dise. Et maintenant, il faut savoir où on va parce que le risque, c'est quoi? Un gouvernement peut flatter tout le monde en sachant que dans 2 ans, c'est un autre gouvernement qui vient. C'est eux qui vont se débrouiller. C'est-à-dire, on peut tenir. Bon, maintenant, il ne faut pas qu'on soit en train de courir pour chercher les salaires. Jusqu'à présent, sur les impôts, on arrive donc à 50%, des recettes fiscales à peu près 45-50% à les payer. Mais jusqu'à quand, sans demander un sacrifice au peuple? Parce que ce qui s'est passé dans d'autres pays révolutionnaires, c'est qu'on dit, bon, on n'attend pas quelque chose pour les investissements là. On va couper vos salaires pour faire les routes. Le temps est en train de courir. On va parler de la gouvernance culturelle. Comment vous voyez cette gouvernance culturelle aujourd'hui, le secteur de la culture, avec notamment le ministre Abdoul Karim Sango qui vient de prendre les rênes de ce département. Est-ce que vous avez l'impression que depuis un certain temps, il y a véritablement aussi à ce niveau une politique audacieuse pour permettre au secteur culturel effectivement de se développer? C'est un secteur, vous êtes là-dedans, vous savez combien ça peut créer des emplois, ça peut être un moteur de développement national. Mais est-ce que vous avez l'impression que la politique permet effectivement le sort de ce secteur? Bon, premièrement, pour revenir à ce que vous avez dit, on sait que la culture et le tourisme rapportent, emploient plus de 300 000 personnes. Ouais. Donc, c'est plus que la fonction publique même. Bon, si tu mets les gens de la fonction publique dedans, je parle même du privé qui s'ajoute. Mais dans quel type d'emploi, c'est aussi la question. Oui, mais bon, le type d'emploi, même si c'est la restauration, c'est l'hôtel, bon, ou dans la musique, par exemple, tous ces musiciens qui jouent, bon, on peut dire que c'est pas ça qui est le plus gros, mais disons que surtout dans la restauration et les hôtels, il y a quelque chose. Et puis il y a le côté informel qu'on ne compte pas. Parce que moi je prends un exemple, dès qu'on a créé Cédonie, à côté de nous,
il s'est ouvert beaucoup de petites entreprises autour, par exemple, qui étaient liées à ça. Bon, alors, côté nouveau ministre, je peux dire que je l'ai rencontré une seule fois. Bon, j'ai une bonne impression, en ce sens que bon, j'ai eu l'impression qu'il a bien écouté et qu'il a une volonté de faire quelque chose bon, pour revoir même toute la politique du département. Mais je n'ai pas été convié à une réunion pour voir où on en est et comment on avance. Bon, avant lui, Tahirou Barry, bon, on s'est vu 4 fois, on peut dire, pendant qu'il était ministre les 2 ans. Bon, j'ai senti une bonne volonté, un volontarisme, bon, et beaucoup plus, donc, une sortie pour aller vers les gens et tout, mais je n'ai pas senti de politique culturelle, économique, viable, à part un effort qui a été fait quand même pour analyser au niveau donc du FESPACO, comment rendre le FESPACO beaucoup plus commercial, plus rentable, sinon les Nigériens nous envahissent. Mais si je veux revenir au problème, par exemple, du BBDA, je peux dire que au niveau du BBDA, on n'a pas fini d'exploiter les possibilités du BBDA. Si je compare avec le BBDA suédois, qui, il y a 2 semaines, a sorti ses chiffres, et les artistes suédois que le ministère donc, du Commerce, le ministère de l'Industrie et le ministère de la Culture a en fait emmené au Japon et dans d'autres pays pour les lancer. En fait, ils ont eu carrément un plan pour exporter leur musique. Exporter, ce n'est pas nécessairement fabriquer des CD et les envoyer, mais c'est jouer votre musique à l'extérieur, parce que ces gens sont sérieux. Quand ils vous jouent votre musique, ils vous transfèrent des monnaies, enfin, de l'argent. Hein? Donc, quelque part, le BBDA ne reçoit que 29 millions de l'extérieur, de notre musique, parce que pour que cette musique soit jouée à l'extérieur, il faut encourager la production de qualité ici pour le faire jouer à l'extérieur. Et tenez-vous bien, donc la Suède a rapporté 130 milliards à leur BBDA. Enfin, à leur... Voilà. Alors donc ces 130 milliards, c'est presque la moitié de ce que nos mines apportent. C'est-à-dire qu'on est assis sur de l'or, mais il faut arroser l'arbre pour que ça donne des fruits. C'est-à-dire que les gens qui sont là, qui ont leur studio et qui se débrouillent, nous qui avons mis, on peut dire, beaucoup d'argent, hein, bon, qu'on regarde se débrouiller. Bon, c'est un gros investissement quand même au départ. Mais bien sûr, puisqu'on a mis... Est-ce que véritablement une structure comme Sidonie, qui est quand même, on peut le dire aussi, un moteur de l'industrie culturelle, est-ce que véritablement Sidonie, on parle justement de soutien au privé, bénéficie de ce soutien-là pour continuer effectivement à être ce moteur de voilà, actuellement, Sidonie est comme, disons, une voiture bon, qui est en forme. Bon, Sidonie a bénéficié donc du prêt en 2012 pour les entreprises en difficulté, le BRNM. Mais quand on bénéficie de ce prêt pour fabriquer des cassettes, comme on le faisait, ou des CD, bon, on se retrouve très rapidement dans une situation où on a besoin plutôt de fonds de roulement pour faire fonctionner le côté spectacle des artistes et faire fonctionner le côté film, comme Nollywood, parce qu'on a toutes les installations pour le faire. Et là, tout de suite, on est parti. Mais pour ce fonds de roulement, bon, il faut que le gouvernement participe quand on produit des artistes qui ne vont pas vendre, parce qu'au début, quand on produit, rien que sur la base de nos orchestres, les Volta Jazz et autres, pour qu'il y ait une musique qui parte de choses, ce n'est pas rentable de produire, puisque tu ne vends pas de disques. Donc, quelque part, ailleurs, les gouvernements intelligents, comme on dit, et entre guillemets, voient que de ce côté, l'entreprise là, il n'est pas en train de se faire et il faut sauver la production nationale et l'identité nationale. Sinon, on va continuer à importer de l'extérieur. Alors, ouais. Alors maintenant, Sidonie, et après donc cette restructuration, bon,
Et le promoteur que je suis ami, donc au départ en 99, 1 milliard, sans compter maintenant le fait que on avait 10 millions de salaires par mois, il y avait 60, puisqu'on a importé donc, le matériel, donc, selon le cours des investissements régime C, sans douane, on est obligé en ce moment de prendre 50 personnes, c'était écrit dans ce régime. Et là, ces coûts-là, au bout de 2 ans, on avait plus de 240 millions de salaires payés. Bon, on a relancé, on peut dire, la musique burkinabé, ça c'est vrai, en ce sens que de notre temps, puisque vous ne le savez pas, mais moi j'étais musicien à l'université, de 60 à 99, là, il n'y avait eu que 45 albums, donc d'artistes comme le Volta Jazz, Auger Caboret, Sambo Jean Bernard. Grâce à Sédoni, à partir de Sédoni, on est parti à 350, pas seulement en quantité, mais en qualité. Et comme le disait Tikenja, c'est à partir de Sédoni qu'on a vu que la musique ivoirienne n'était plus jouée à l'époque ici. Bon, maintenant, on est arrivé à une situation où je dis, mais actuellement je perds de l'argent tous les jours. Je dois assurer les salaires et tout, mais il faut un fonds de roulement. Mais je ne peux pas aller à une banque prêter pour produire un artiste puisque je ne vais pas vendre. Parce qu'il faut, il faut repenser peut-être le centre, le business plan, comme tu dis. C'est que maintenant, on ne produit plus pour vendre des albums, mais on produit pour faire des tournées musicales, pour des spectacles, et on produit aussi des films pour les vendre, et ensuite on compte sur la distribution numérique à l'extérieur. Pour tout ça, dans un pays qui serait comme la Suède, ce n'est pas moi qui devrais même approcher le gouvernement comme moi je l'ai fait. À chaque gouvernement, hein, ce n'est pas seulement ce gouvernement. J'ai commencé. Bon, Blaise, je ne l'ai pas. Le président Blaise, je ne l'ai pas contacté pour ça. Mais après Blaise, j'ai toujours posé des dossiers donc, sur le fait qu'il fallait quelque chose pour aller vers des sociétés comme Sony, parce que Sony Studio, qui a produit Awa Boussim d'ailleurs, et Sony Film, Sony, tu vois, tourné, ce sont des milliards. Bon, c'est donné à près de 60% de possibilités de mobiliser les artistes au niveau national. Parce que le débat justement aujourd'hui, c'est qu'on a une direction même consacrée aux industries culturelles, mais concrètement, on ne sent pas qu'est-ce que ça change dans la réalité des choses au niveau des entreprises culturelles. Non, bon, mon approche a toujours été pas d'attaquer, mais de chercher la cause. Bon, la cause, ça peut être que les 0,34% qu'on donne au budget de la culture, ça ne suffit pas. Il faut au moins, même de façon timide, aller à 1%. Mais là, vous attaquez, donc c'est à l'État d'augmenter le budget. Non, mais je dis, et c'est valable pour même les gens de l'Assemblée qui doivent adopter le budget aussi, enfin qui doivent donner leur point de vue, c'est à toute l'opinion, pour savoir, pour dire que chaque fois que vous voyez dans les réseaux sociaux qu'un tel a fait sortir un single ou un album à ses frais, mais c'est des albums qui ne peuvent pas aller très loin. Pourquoi? Parce qu'ils ont une concurrence de gens qui font leur album à 20 millions, 30 millions. Est-ce qu'il n'appartient alors que lui, avec 500 000, 1 million, il veut essayer de faire une... Est-ce qu'il n'appartient pas aussi, la cause, c'est pas que les acteurs aussi ne sont pas suffisamment crédibles, organisés, pour montrer à l'État qu'ils méritent ce soutien, cette confiance? Alors, je vais vous faire une confidence. Bon, j'ai vu, par exemple, un ancien collègue d'université qui m'a dit carrément, Seydou, tu sais, il faut laisser, on va manger, on va boire, après la culture là qui remue, tu vois, ouais, on va faire ça après. Parce qu'il n'a pas compris. Parce que la culture, c'est quoi? La culture, je ne vais pas donner de nom, de leçons, mais c'est même ce qui nous handicape. Il y a des gens qui se croient même jusqu'à présent inférieurs aux Blancs. Il y a quelqu'un même qui m'a dit, ce même monsieur m'a dit, il faut envoyer un Blanc gérer Sédoni, ça va aller mieux, à la limite. Oui. Bon, donc il y a un problème même
où c'est la culture qui nous permet d'avoir confiance en nous-mêmes et d'aller plus loin. Ouais. Et la culture, là, c'est même dans l'économie, le côté, par exemple, quand on parle de banque islamique, il n'y a pas d'intérêt, mais ils partagent les bénéfices plutôt. Bon, tout est culture en ce qui concerne donc la technologie. Maintenant, on est au cellulaire au lieu de faire autre chose. Effectivement, est-ce que le problème, et c'est... tout ça, quand on prend tout avec un tamis, au tamis de la culture, il y a beaucoup de projets dont on n'a pas besoin. Est-ce que effectivement, c'est pas aussi la politique au niveau de Sedoni qui est aussi le problème, parce qu'on a pas l'impression que Sedoni a beaucoup plus fait dans le social. Le plus important, c'était d'aider des artistes à sortir. Voilà. C'est peut-être ça aussi, parce que de plus en plus, on voit aussi des jeunes qui font de l'autoproduction, qui sortent, mais qui arrivent à planifier le carré de sorte à ce que on sent que c'est une petite entreprise qui marche bien. Voilà. Bon, alors donc, vous mettez le doigt là. Et ça peut être une raison pourquoi je pense qu'on a besoin d'expliquer ce qu'on fait et pourquoi donc je me réjouis de votre invitation, parce que ça donne l'occasion à l'approche de la fête de la musique là, de dire que Sedoni est une entreprise privée. Moi j'ai vu des jeunes bon, il y a un jeune de 27 ans qui est venu qui a dit: tonton, merci pour ce que vous faites pour nous, parce qu'avant avant, il n'y avait pas de musique au Burkina. Donc il ne sait même pas ce que les gens faisaient avant. Donc il faut restaurer, il faut exploiter. Même les contes là, on peut les transformer en films comme le Roi Lion qui a rapporté des milliards. Vous voyez? Donc pour Sedoni, je me suis retrouvé dans une situation où ce que j'ai fait n'est pas normalement ce qu'une société anonyme fait. Comme vous le savez, une société anonyme est faite pour faire du bénéfice. Mais comment est-ce que vous pouvez faire du bénéfice quand en même temps vous devez former, ça c'est le travail de l'État, former les musiciens, former tout le monde pour produire. Et les gens que nous on forme en caméra, en solo, en choses, créent leur entreprise. 75% donc des gens qui travaillent dans le secteur musical ont passé par Sedoni. Mais est-ce que vous savez que jusqu'à présent, bon, Sedoni n'a même pas été reconnu par l'État comme, je ne dirais pas que Sedoni devrait être décoré chevalier de l'ordre du mérite, mais on voit des entreprises... C'est comme une entreprise citoyenne. Voilà, citoyenne. Et bon, moi, c'est vrai que du temps de Mahmoudou, j'étais chevalier, Philippe, j'ai été officier de l'ordre du mérite. Donc, depuis 3 ou 4 ans, je devais passer commandeur, on dit. Bon, il y a des gens qui aiment suivre ça. Mais après, l'an passé, on me dit non, il faut récompenser ceux qui ont vraiment travaillé. Mais, donc, ça fait un peu mal parce que nous, on produit des artistes. Personnellement, je ne prends pas de salaire de Sedoni. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire de plus? Et ailleurs, l'État, moi j'avais ce modèle parce que l'État même t'appelle et te cadre parce qu'ils ont une politique culturelle et tout et tout. Ici, on attend que tu fasses « j'ai l'honneur », comme si ça devait venir dans ta poche. Moi, je vais créer, par exemple, plus de 150 emplois, parce que c'est dans toutes les régions. On peut déjà mettre 5 personnes qui s'occupent de sono, de films, et pour la restauration, pour les choses. Donc, malgré l'âge, il y a encore des idées qui sont là, mais qui attendent... Quel âge? Quel âge? C'est-à-dire que le problème, c'est que c'est vrai que je suis en train de monter une équipe pour, à partir de la fin de cette année, reprendre les activités de Sedoni, parce que moi, je vais faire quelque chose dans le domaine financier pour faciliter les financements de fonds sur les projets. Et j'ai commencé une initiative du côté de groupe électrogène solaire. Donc, c'est le groupe électrogène silencieux. Mais actuellement, tout mon temps est pris à Sedoni. Ouais. Donc, alors, donc, je vais dire que l'âge là, l'âge, c'est pas l'âge qui tue les idées. C'est-à-dire qu'avec l'âge, bon, j'ai autant d'idées quand j'avais 20 ans que quand j'ai plus de 60 ans aujourd'hui. Autant d'idées. Mais le problème, parfois, c'est de trouver l'homme ou la femme
avec qui travailler. Aujourd'hui, quand on vous écoute, je sens quelque peu qu'il y a comme une sorte de déception par rapport à ce que vous s'est donné à apporter à la culture burkinabé, mais en retour, j'ai comme l'impression que quelque part, vous êtes déçu du fait que ce travail n'est pas suffisamment reconnu. Voilà. Alors actuellement, je pense que je ne suis pas déçu que le travail ne soit pas reconnu, parce qu'en réalité, je ne l'ai pas fait pour ça. Oui, je ne sais pas si c'est parce qu'il y a une déformation, j'ai été chef scout, et parfois on fait les choses pour contribuer, etc. Bon, donc ça c'est une déformation. Mais je suis déçu que l'idée n'ait pas pu prendre toute l'Afrique. Parce qu'au début, en 1999, quand on a investi, et qu'on a fait les 3 premières années, on a voulu ouvrir le capital à tout l'UEMOA. Bon, maintenant, ce n'est pas la faute du gouvernement. Si le notaire qui s'occupait de l'opération et le commissaire aux comptes n'ont pas prévenu Abidjan, et quand on a lancé l'opération, on a eu des gens, 150 personnes en 2 semaines, et le notaire m'appelle et dit « Ah, on a des problèmes, parce qu'il fallait prévenir Abidjan. » Moi, je croyais qu'on n'allait pas atteindre 100, parce qu'avant, quand on n'atteint pas 100, on gère ça localement. Donc, depuis 2006, il me faut payer de ma poche le fonctionnement de ces données, alors que ce n'est pas normal, parce que on voit que déjà, il y avait des institutions au Mali qui étaient prêtes à envoyer, des sociétés d'assurance qui étaient prêtes à envoyer de l'argent dans les capitales, et on pouvait aller beaucoup plus grand. Et quand j'ai approché le gouvernement pour en parler, bon, je ne suis pas convaincu que j'ai été compris non plus. Malheureusement. Alors donc la déception, c'est de voir ce qu'on aurait pu faire. Parce que, comme un artiste, on aime bien faire les choses, que ce soit rentable, et on peut dire, ah, on a créé quelque chose. Est-ce qu'aujourd'hui, Sedoni est rentable? Aujourd'hui, Sedoni ne peut pas être rentable s'il faut payer un amortissement sur les équipements et s'il n'y a aucun marché d'État. C'est-à-dire, actuellement, il ne faut pas avoir honte de dire « Ah, l'industrie culturelle, en fait, ce n'est pas là. » Dans le bâtiment ou sur les routes, là, si quelqu'un que j'admire, parce qu'à l'enfance, on l'a vu, Kanazoé, bon, si Kanazoé avait ses tracteurs et on ne lui donnait pas de route à construire, il n'allait pas avoir de chiffre d'affaires, il n'est pas rentable, il faut amortir les tracteurs. Et si, de surcroît, on le laissait et on donnait à côté à Abdoulaye Production, qui n'a pas d'équipement et qu'on va équiper pour faire le travail ou faire la tournée de sensibilisation, il y a un problème. Ça dit que, comment ça se fait que le marché échappe à une boîte comme Sedoni au Burkina? Bon, vous allez dire peut-être Sedoni ne fait pas de la corruption, ou bien vous allez dire que, mais là c'est bien. Bon, vous allez dire que peut-être ceux qui devraient monter ces projets publics-là, parce qu'on peut nous faire former des gens dans toutes les régions, on peut monter des projets et c'est des centaines de millions. Sedoni ne doit pas perdre de l'argent. Mais si nous continuons, nous, à financer, bon, parce que vous voyez, les artistes qui font les festivals et tout, vous êtes là comme soutien, parce que même l'État qui se permet, donc au FESPACO passé, de faire venir la Sono de Côte d'Ivoire pour Alpha Blondy. Alors que Sedoni a l'expertise. Bon, d'accord, à la clôture, on nous a appelés pour nous faire ça quand les 2 chefs d'État étaient là au Palais des Sports. Mais au début, on n'a pas besoin. Pire, les OSC qui ont pété Sankara ont fait venir la Sono du Niger, bon, et financé par des agences d'aide aux associations, pour venir faire, alors que Sankara allait dire consommons Burkina. La dimension donc il y a des trucs de ce genre où on ne comprend pas. Bon, alors donc, pour moi, si je ferme Sedoni, j'économise, puisque je n'aurai plus à payer de ça. Mais vous détruisez des emplois. Alors, oui, ça c'est clair. Mais quel jeune aura le courage de faire la même chose? Voilà. Ça dit qu'il y a toute... parce que ce n'est pas une question de vanité. Bon, dire, ah, si on le fait, c'est parce qu'il y a une différence. Hein. Il y a une différence entre Seydou Richard
donc qui est artiste, qui est, voilà, qui est économiste, qui est tout. Et Cédonie appartient au Burkinabé. Même si on donne l'argent à Cédonie, mais ça repart là-bas. Ça repart. Voilà. Ce sont des impôts qui sont payés, ce sont des emplois qui sont créés, c'est aussi l'expertise. Et c'est surtout un potentiel, voilà. Parce que nous, on peut, avec notre expérience justement, amener la musique burkinabé avec beaucoup plus d'autorité sur la Suède, sur le Japon, sur la Côte d'Ivoire. Enfin, voilà. Je dis la Côte d'Ivoire, pas seulement la Côte d'Ivoire. Récemment, il y a eu ce débat, on parle de la même, il y a eu ce débat autour du cinéma. Cette subvention de 1 milliard de francs CFA du président pour soutenir les réalisateurs à produire des films dans le cadre donc, du FESPACO prochain. Ça a suscité des polémiques. Mais là, par exemple, on sent que c'est du concret. Le cinéma bénéficie quand même des milliards qui vont directement. Des projets ont été soumis, effectivement, ont été financés pour produire des films. Oui, il y a eu un appel et puis les gens ont produit et tout. Mais il n'y a pas eu d'appel pour la musique produite, enregistrée. Il n'y a jamais eu d'appel. Est-ce que les gens même comprennent que produire là, ça veut dire tu viens avec une idée au studio, ensuite tu chantes, tu as ton idée, il y a quelqu'un qui fait l'arrangement, qui fait la musique et tout, et tu finis par un produit que tu peux dupliquer et qui vaut de l'argent. Et si ça marche à l'extérieur comme Premier Gaou, c'est beaucoup d'entrées de devises pour le pays. C'est justement la dynamique d'industrie. Et c'est intéressant pour la balance des paiements du chose. Alors, je pense que quelque part, c'est parce que les gens n'ont pas compris. Ou bien, les gens ont bien compris, mais on te dit, bon, Richard, tu sais, au Burkina, là, ça ne va jamais marcher. Mais ça aussi, c'est... Je refuse de dire, bon, c'est comme ça en Afrique, quoi. Pourtant, ça marche ailleurs. Le Nigeria, aujourd'hui, donne l'exemple, justement. Et nous, on a eu, depuis 2002, les mêmes équipements qui font les films Nollywood. Mais notre politique, à l'époque, c'était que nous, on attendait que les producteurs et les réalisateurs font leur scénario, ils viennent louer le studio pour faire. Mais actuellement, Cédonie est obligé maintenant de commencer à produire lui-même. Et dès qu'on va le faire, vous allez voir, tout le monde va entrer dedans. Ouais. Donc, s'il y a des idées, il y a plein d'idées. Bon, et donc, je pense que celui qui n'a pas d'idée à 20 ans, ce n'est pas à 60 ans qu'il va avoir. Voilà. Et puis, il faut faire attention parce que quand Sankara est venu au pouvoir, bon, l'équipe avait dans les 30 à 35 ans. Hein, donc, quelqu'un disait, il faut que pour la première fois, les jeunes prennent le pouvoir. Les jeunes n'ont plus le pouvoir. Mais je peux dire que j'ai une analyse critique et en même temps positive du temps de Sankara. Du temps de Sankara, bon, moi j'étais du mauvais bord, on peut dire, puisque j'étais à la Banque mondiale, mais Sankara a fait beaucoup de choses qui ont aussi nui à la musique. Vous allez être surpris. Par exemple, en mettant le prix des dancing à 300 francs. Qu'est-ce que les gens ont fait? Au lieu d'aller voir, pour beaucoup, Sankara était un ami des artistes. Hein? Mais si, mais il a fait beaucoup d'erreurs parce qu'il n'y avait pas une analyse avant de prendre des décisions aussi. Il y a eu des décisions. Et donc, les bars qui avaient embauché des musiciens ont fermé, ils ont remplacé par des stéréos et on te jouait Kapulmayai. D'accord. Alors donc, il y a... Bon, il faut balancer un peu les choses. Vous allez me dire ce que vous pensez de Abdul Karim Sango? Je ne le connais pas très bien, mais je sais que donc, la seule réunion que j'ai eue avec lui me fait penser qu'il a une écoute. Donc, on va le juger au pied du mur. D'accord. Rosine Koulibaly, ministre de l'économie, des finances et du développement. Je pense que je ne la connais pas personnellement, ce n'est pas une amie, mais ce n'est pas une ennemie non plus. Mais je pense que c'est une femme compétente et vous allez être surpris, hein, mais dans des cabinets qui recherchent des fonds pour les gens, où j'ai eu par exemple à travailler, on peut dire que si vous avez même 2% pour les fonds que vous ramenez, c'est des milliards. Donc on peut dire que et elle et le ministère donc, qui va chercher des conventions, c'est des gens à féliciter et c'est des gens qu'il faut rendre incorruptibles. Alors donc pour moi, je pense que c'est quelqu'un à encourager, voilà.
Pour terminer, le président Roch-Marc Christian Kaboré. Bon, je pense que c'est un homme méthodique. Beaucoup de gens parlent d'homme humaniste, mais ça, c'est pas une félicitation quand on dit que vous êtes humaniste. Moi, je crois que c'est un homme de principe qui veut suivre les règles et pour faire les choses. Mais ce que je ne sens pas, c'est la capacité de quitter ces règles-là pour créer, parce que c'est l'homme qui crée les règles, pour créer de nouvelles situations et pour gérer selon son cœur dans toute justice. Et c'est déterminé, quoi. Voilà, dire je n'aime pas ça, j'aime ça, c'est avec argument et puis c'est final. Merci d'être passé dans le fauteuil blanc ce soir. Voilà, c'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, je recevais pour vous Seydou Richard Traoré, PDG de Stegoni Production. Avec lui, nous avons notamment parlé donc, de cette maison qui a fait beaucoup pour la culture burkinabé. Excellent sur le programme sur la chaîne Au cœur de nos défis. Bonsoir.